On a une ouverture au son, crescendo, avec un son obsédant, très sourd, et qui va avoir pour but de créer la peur, l'angoisse, l'anxiété chez le spectateur. Comme l'image est au noir, le son fonctionne d'autant plus qu'il n'est pas du tout dévoyé par le spectacle du reste des images. À l'ouverture de l'image, ce son est complètement couvert par le son des oiseaux et par le son d'ambiance de la banlieue américaine tranquille en fin de journée. Ce décor est un classique du film d'horreur, c'est-à-dire qu'il prend place dans la banlieue américaine, en tout cas nord-américaine, anglo-saxonne, plutôt aisée. Donc ici, on est autant dans la citation du film d'horreur classique, type Scream de Wes Craven, que finalement dans la parodie ou dans le pastiche. Commence alors un plan séquence de 2 minutes 30, d'abord par un plan fixe qui part en panoramique vers la droite, jusqu'à un angle droit qui va placer la maison du personnage au centre de l'image. Premier signal insolite de tout le plan séquence, c'est la lampe allumée à l'extérieur de la maison. Dans le cerveau du spectateur, il doit se passer à peu près la même chose, une petite lumière qui s'éclaire et qui dit « Ah, quelque chose ne va pas ». Au moment où la maison est au centre de l'image, la porte s'ouvre et une jeune fille sort en courant. Il faut évidemment commenter sa tenue. Elle est en tenue très légère avec des talons aiguilles qui laissent supposer qu'elle était dans un instant de plaisir, probablement avec son petit ami, et que quelque chose l'a empêché d'aller au bout de son intention première. Sa course vers la droite de l'image donc, est ponctuée par deux accents de musique très bas et qui vont lancer toute une musique effrayante pendant le reste du plan séquence. On va d'ailleurs retrouver l'ambiance oppressante de la musique qu'il y avait pendant l'ouverture au noir. La course se poursuit jusqu'à ce que notre héroïne, qui franchit à la fois des dalles, à la fois des talus en herbe, se retrouve sur la route à 180 degrés exactement de la prise de vue initiale du plan séquence. Elle se fige dans l'axe de la caméra. Elle a à peine le temps de vérifier qu'elle est suivie ou qu'elle ne l'est pas, que son attention est détournée par une voisine qui lui propose de l'aide. En même temps qu'elle refuse l'aide de cette voisine et lui assure qu'elle va bien, la caméra continue à avancer vers la jeune fille. Et à ce moment-là, un phénomène étrange, qui est celui de l'identification du danger à la caméra, se produit. La caméra devient l'objet que la jeune femme va fuir. Et c'est en cela que la séquence elle est vraiment intéressante, c'est que le statut du point de vue est extrêmement ambigu. À ce moment-là, si on tend bien l'oreille, on entend que la porte par laquelle est sortie la jeune fille s'ouvre une deuxième fois. Alors c'est là que le pouvoir du hors-champ devient total, c'est-à-dire que nous ne voyons pas ce que la jeune fille voit peut-être, et nous en sommes rendus au seul pouvoir de l'imagination, qui, comme chacun sait, est sans limite. Refusant l'aide de la voisine, puis l'aide de son père, et toujours au centre de l'image avec une caméra qui avance frontalement vers elle, la jeune fille apparaît comme immensément isolée et vulnérable. À ce moment-là, quand elle refuse de l'aide et qu'elle dit « ça va », c'est évidemment un message codé qui veut dire que ça ne va pas du tout, mais qu'elle ne peut pas recevoir d'aide, qu'elle est vraiment seule et que peut-être sa situation est sans espoir. C'est le sens qu'on peut donner sans doute à la fin du mouvement de caméra, puisque la caméra revient à sa position de départ et va même retourner jusqu'à la maison pour permettre à l'héroïne d'aller chercher ses clés de voiture et de s'enfuir dans un seul et même mouvement. À la fin de ce mouvement-là, la caméra revient à son point de départ et une boucle est bouclée. Effectivement, il y a un cycle dans le film dont on ne s'échappe pas. La suite de la séquence est plus convenue, effectivement, avec un plan moyen qui va suivre la course de la voiture jusqu'à la plage, et puis des plans larges et des plans moyens qui isolent encore énormément le personnage de la jeune fille dans le décor, notamment près de la plage, et où l'éclairage va servir à la fois à désigner la victime avec les phares avant et à désigner la menace avec les phares arrière de la voiture qu'on voit en contre-champ avec cette couleur rouge qui annonce évidemment la couleur du sang et la mort de la jeune fille. Du côté du son, le dialogue est assez décoratif puisqu'il ne dit rien par rapport à l'action. Il permet simplement de retarder l'inéluctable arrivée de la menace qui va exécuter la jeune fille quelques instants plus tard sur, encore une fois, une orchestration assez dynamique de la musique. Les deux derniers plans sont très spectaculaires. Eux, ils vont plutôt obéir à la tradition du gore, plutôt que du film de suspense. Et puis, ils vont
montrer à la fois d'une manière un petit peu risible et assez tragique la fin de trajectoire du personnage qui a fait l'ouverture du film. On notera quand même sur le dernier plan que le haut du corps de la jeune fille est parfaitement intact, alors que son entrejambe et ses cuisses sont maculées d'un sang séché qui montre que la mutilation a été ciblée. Pour conclure sur cette séquence d'ouverture, on peut donc dire que c'est une séquence qui joue avec les codes du film de genre, notamment du film d'horreur, puisqu'en nous proposant un panorama de 360 degrés dans lequel est censée s'inscrire la menace qui pèse sur la jeune fille, le spectateur ne voit rien et donc son anxiété va en être décuplée. Deuxième motif récurrent de ce film de genre, c'est la jeune fille dénudée qui s'apprête à se livrer au plaisir de la chair et qui est punie par une entité vengeresse qui incarne le puritanisme américain et qui va sans scrupule et sans aucune compassion mutiler la jeune fille pour lui apprendre les bonnes manières. Et pour une approche un petit peu plus technique, on va voir que l'emploi du plan séquence, qui dure plus de 2 minutes dans le premier plan du film, est vraiment utilisé à contre-emploi, puisque normalement le plan séquence est censé donner une visibilité extrême et une grande fluidité dans la compréhension de la scène. Ici, on montre tout, mais on ne dévoile rien. C'est donc un exercice assez virtuose auquel se livre David Robert Mitchell dans l'ouverture de son film. Et on verra que toutes ces thématiques qui sont sous-jacentes de sa scène d'ouverture vont finalement être revisitées, détournées tout au long du film.